Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau balado Parlons douleur, une initiative du réseau québécois de recherche sur la douleur. Mon nom est Mathieu, je suis neuropsychologue de formation et étudiant au doctorat en recherche à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce second épisode de notre balado le professeur Guillaume Léonard. Bienvenue Guillaume à ce podcast. Merci pour l'invitation. Alors Guillaume, j'ai la chance de te connaître relativement bien parce que ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je partage ton quotidien. Alors je dis ça pas parce qu'on vit en colocation, mais parce que tu es mon directeur de recherche et on est amené à beaucoup travailler ensemble, en particulier en ce moment. Tu as un parcours assez diversifié après un bac et une maîtrise en sciences à l'Université d'Ottawa et un diplôme de physiothérapie. Tu entames des études doctorales à l'Université de Sherbrooke où tu t'intéresses, entre autres, aux mécanismes de modulation de la douleur dans la névralgie du trijumeau. Tu as aussi complété un stage postdoctoral à l'Université Laval avant de t'installer définitivement à l'Université de Sherbrooke où tu es maintenant professeur titulaire à l'école de réadaptation à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Tu es également chercheur associé au Centre de recherche sur le vieillissement, qui est un centre associé à l'Université de Sherbrooke. Tes intérêts de recherche se concentrent autour de la douleur, avec une appétence particulière pour le vieillissement et les techniques de neurostimulation. Et avec tout ça, moi je me suis dit que tu étais probablement l'une des personnes les plus à même de nous parler aujourd'hui de la gestion de la douleur dans le vieillissement et plus précisément chez les personnes âgées. Alors, on va refaire une petite remise en contexte par rapport à l'épisode dernier que j'ai eu l'occasion de faire avec le professeur Serge Marchand, où on s'est centré plutôt sur les changements physiologiques dans le vieillissement, dans le processus de vieillissement et chez les personnes âgées. Puis la conclusion qu'on en a tirée, c'est que ces changements physiologiques, ils sont minimes, mais vu qu'ils sont dans plusieurs sphères, à la fois la sphère physiologique, la sphère psychologique, la sphère sociale, eh bien tout ça, mis bout à bout, fait en sorte que les personnes âgées, elles sont plus à risque de développer des douleurs chroniques et les chiffres semblent le montrer. Il y a quand même une grosse proportion de patients âgés qui souffrent de douleurs persistantes. Alors avant de parler de traitement, j'aimerais que l'on puisse aborder un point essentiel. La douleur chronique, Guillaume. Qu'est-ce que c'est? Si tu avais à me le définir en quelques phrases. En fait, si j'avais à définir la douleur chronique, vous connaissez peut-être, ou vous avez peut-être abordé avec professeur Marchand la définition officielle, qui est une douleur qui persiste au-delà du temps de guérison normale. Par convention, pour se simplifier les choses, souvent on a tendance à se mettre une limite de 3 mois. Certains proposent 6 mois également. Dans mes propres mots, peut-être, tu me proposes d'y aller avec ma propre définition. J'aurais peut-être tendance à proposer l'idée d'une douleur qui perd son rôle de système d'alarme. Simplement, c'est peut-être ça. Là, encore une fois, vous en avez peut-être parlé avec professeur Marchand, mais la douleur, on fait cette analogie qui c'est un peu comme un système d'alarme qui nous prévient que quelque chose ne va pas ou que quelque chose risque de nous blesser. Malheureusement, pour la douleur persistante, pour la douleur chronique, la douleur perd ce rôle de système d'alarme, ce qui fait en sorte, en fait, que la personne est affectée dans son quotidien, a de la difficulté à bouger, à faire ses tâches de la vie quotidienne. Ça vient jouer sur sa qualité de vie, mais sans ce rôle, comme on le disait, de système d'alarme. Donc, c'est vraiment une douleur qui est complètement handicapante, finalement, qui ne sert plus à grand-chose, simplement à embêter la vie quotidienne des patients. Absolument. Alors, il y a souvent cet amalgame, puis j'en avais déjà parlé lors du dernier épisode, le vieillissement et la vieillesse, ce sont deux choses différentes. Le vieillissement, c'est un processus qui marque l'évolution d'un organisme, de sa création jusqu'à sa mort. La vieillesse, c'est plutôt la dernière période de vie d'un individu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur plutôt la population gériatrique, donc vraiment les personnes âgées, mais on n'oublie pas que la population pédiatrique, les enfants, elle est aussi affectée. D'ailleurs, j'avais une question, Guillaume, dans ta pratique clinique, puisque tu es physiothérapeute, tu pratiques la physiothérapie, est-ce que tu constates une plus grande proportion de personnes âgées par rapport à
une population plutôt d'âge moyen et une population pédiatrique? Oui, je pense par la force des choses, considérant l'expérience que j'ai avec ce type de population-là, je crois que je suis amené à voir davantage de personnes plus âgées, de personnes aînées. Mais au-delà de ça, hein, c'est sûr qu'avec les chiffres qui sont mis de l'avant, certains vont jusqu'à dire qu'il y a environ une personne âgée sur deux qui va souffrir de douleurs persistantes. Donc oui, j'oserais dire qu'une bonne proportion des gens, des patients que je suis en clinique sont des personnes plus âgées, absolument. Je reviens sur un petit mot que tu as dit, c'est une personne sur deux qui va souffrir de douleurs chroniques. Est-ce que ça veut dire que on s'attend à ce qu'il y ait une plus grosse augmentation dans les prochaines décennies? Lorsqu'on regarde les chiffres, en fait, c'est une personne aînée sur deux, hein, comme je le disais, qui souffre de douleurs persistantes. Donc, tu as tout à fait raison de dire qu'avec le vieillissement de la population qu'on connaît ici au Québec et dans plusieurs pays industrialisés, on appréhende une augmentation très marquée des cas de douleurs persistantes, des cas de douleurs chroniques avec tous les enjeux personnels, mais les enjeux sociétaux aussi qui y sont associés. Et est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ces enjeux sociétaux? On pourrait dire effectivement dans un premier temps que vivre avec une douleur persistante, on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est extrêmement handicapant. Je reprends les mots que tu utilisais, c'est des mots qui sont justes. Ça vient nous empêcher de bouger dans notre quotidien, de faire des tâches même très simples, se laver, prendre une douche, cuisiner. Évidemment, au niveau social, au niveau de l'emploi aussi, ça va souvent forcer les gens à se retirer de leur emploi. Donc, évidemment, d'un point de vue personnel, c'est extrêmement triste parce que ces gens-là perdent tous ces contacts sociaux, ces liens-là avec des amis, avec des collègues. Mais d'un point de vue sociétaux, hein, c'est une force de travail dont on se prive, des gens qui voudraient contribuer. Et là, j'ai en tête le travail rémunéré, mais j'ai en tête le bénévolat aussi. Chez les personnes plus âgées, souvent ces gens-là vont être portés à faire du bénévolat. D'ailleurs, j'encourage pas seulement les personnes aînées à le faire, même tout le monde devrait faire du bénévolat, mais souvent, quand on est à la retraite, on a un peu plus de temps, donc ces gens-là sont portés à faire ce genre d'activité. Alors malheureusement, quand on souffre de douleurs persistantes, de douleurs chroniques, faire ce genre de choses, bénévolat, travail rémunéré, devient plus difficile, et donc c'est l'ensemble de la société qui en souffre. Et là, je passe même les coûts directs en termes de consultation chez les professionnels de la santé. Ça coûte très cher. Pour les employeurs aussi, qui sont privés de leurs employés, c'est extrêmement coûteux. L'ensemble de la société bénéficierait d'une meilleure prise en charge de la douleur chronique. Surtout que les chiffres le montrent, hein, le premier motif de consultation de la population, c'est la présence de douleur. Tout à fait. Avant de parler de traiter la douleur, puis de traiter la douleur chez les aînés, il faut l'évaluer, cette douleur. La douleur, dans mon esprit, c'est une notion qui est très subjective, c'est propre à chacun. Ma douleur, pour une même stimulation, ce ne sera pas la même que pour toi, que pour moi. Comment on évalue de manière la plus objective possible? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a des techniques? La façon dont on évalue la douleur encore aujourd'hui, en 2024, hein, ça peut paraître surprenant, mais la mesure étalon, hein, le gold standard, pour reprendre le terme anglais, c'est l'échelle numérique de 0 à 10. Donc, on demande à la personne de donner un chiffre sur ce continuum-là de 0 à 10. Des fois, on va utiliser des échelles d'une dizaine de centimètres, un 10 centimètres, puis on demande à la personne de venir placer un trait. Ça peut paraître paradoxal. En 2024, je le disais, il me semble qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on devrait être capable d'évaluer plus objectivement, je mets des guillemets ici, la douleur. Il faut faire la distinction entre, ici, je dirais, douleur et nociception. Donc, on peut venir évaluer comment l'influx nociceptif, si je peux vulgariser, l'influx de douleur voyage dans les nerfs périphériques et au niveau de la moelle épinière. Il y a même quelques années, j'étais encore au doctorat à l'époque, hein, certaines compagnies qui s'étaient mis à rêver de cette idée où on se disait, ben, on met beaucoup d'argent, nous, pour développer des analgésiques, et puis ça fonctionne malheureusement pas toujours. Et puis nous, on pense en fait que c'est parce que les patients, les participants disent n'importe quoi. Donc, on va arrêter de se fier à ce 0 à 10 là, puis on va mesurer au niveau cérébral vraiment ce qui se passe. Ça a été un échec lamentable, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Justement parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui se passe d'un point de vue neurophysiologique, comment les cellules déchargent, et ce que la personne ressent ultimement. Et ce que la personne ressent va dépendre certainement de ces influx
nociceptif, de ce message neurophysiologique, mais va dépendre aussi de l'état dans lequel elle se sent. Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est stressée? Qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Tous ces facteurs-là vont venir influencer la perception de douleur. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai utilisé le terme perception. La douleur, c'est une perception, comme la vision est une perception. Et là, c'est quelque chose que j'aime souvent raconter. Quand on va chez l'optométriste, par exemple, il peut faire à l'avance quelques petits tests un peu plus techniques, si on veut. Mais ultimement, pour déterminer la force des verres correcteurs qu'on va avoir de nos lunettes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer une série de lentilles et dire, est-ce que vous voyez mieux comme ça, M. Vincenot, ou est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ou est-ce que vous voyez mieux comme ci ou comme ça? Et là, on se fie donc à cette perception-là, quelque chose d'un peu plus subjectif, si on peut dire. Et pourtant, on ne remet pas ça en question. Jamais nous viendrait l'idée de dire on va trouver une bonne façon d'évaluer la force des verres correcteurs sans se fier à ce que la personne nous rapporte. Pas du tout. La vision est une perception et on l'accepte très bien. Eh bien, la douleur, c'est une perception également au même titre. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour évaluer la douleur chez les personnes plus âgées comparativement à des personnes d'âge moyen ou à des enfants? Souvent, ce sont les mêmes outils qui vont être utilisés. Donc, je fais une petite parenthèse peut-être pour dire souvent on va vouloir aller au-delà de l'échelle de 0 à 10. On l'évoquait tout à l'heure, tu me posais la question comment on évalue cette douleur-là. La base, en fait, c'est cette échelle de 0 à 10, l'intensité de la douleur ressentie par la personne. Mais je dirais ici tout de suite que c'est important chez les personnes plus âgées, comme chez les personnes plus jeunes, comme chez les adultes, chez les personnes qui souffrent de douleurs persistantes, d'aller au-delà de cette simple échelle et de questionner la personne. Quel est l'impact sur la fonction physique? Cette douleur-là, comment elle vient vous affecter? Donc, il y a des échelles qui ont été développées pour évaluer ça. Quel est l'impact de cette douleur-là sur votre humeur, sur des symptômes dépressifs, par exemple? Donc, il faut tenter d'aller toucher à ces différentes sphères-là pour voir justement bien mesurer l'impact que la douleur peut avoir sur ces différentes sphères-là. Donc, il faut aller au-delà de l'échelle de 0 à 10. Et ces échelles ont été validées, peuvent être utilisées à la fois chez des personnes adultes et chez des personnes plus âgées. Des fois, avec certaines petites nuances, on dit par exemple que, tout à l'heure, j'évoquais l'échelle de 10, la ligne de 10 cm, ou le chiffre simplement que la personne nous dit de 0 à 10. Certains auteurs vont dire qu'avec les personnes plus âgées, c'est peut-être préférable d'y aller avec le 0 à 10 plutôt qu'avec la ligne de 10 cm qui serait peut-être un peu plus facile à comprendre. Il n'y a pas tant d'études qui supportent ça, qui soutiennent ça. Il y a des fois, je me demande s'il n'y a pas un peu d'agisme dans ces propos-là. Mais bon, c'est le genre de recommandations qu'on peut parfois faire. Donc, règle générale, j'oserais dire que oui, ce sont les mêmes outils qu'on peut utiliser dès le moment où la personne peut comprendre les consignes, qu'elle est capable de communiquer. Ce sont les mêmes outils qui peuvent être utilisés qu'on soit jeune ou plus âgé. Il y a une question qui me vient en tête. Tu as parlé de douleur aiguë, qui est une douleur qui survient, qui a pour but de nous protéger. Puis ça, on l'a probablement tous expérimenté un jour. On est allé à l'urgence. À combien vous avez mal? Chez une personne qui a de la douleur qui persiste depuis 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas une normalisation un petit peu de cette douleur qui fait que l'échelle, elle est peut-être un petit peu moins sensible ou un petit peu moins spécifique sur le niveau de douleur qu'elle évalue? J'aurais pas tendance à aller dans cette direction-là. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai pas vu d'études qui allaient dans cette direction-là. Cela étant dit, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion qu'on peut percevoir, nous, comme cliniciens ou comme membres de l'entourage. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous voir et nous dit, alors imaginons qu'elle vient me voir en physiothérapie et là, je la questionne, Monsieur Vincenot, vous venez me voir, vous avez mal à combien? Et là, vous me dites, j'ai mal à 9 sur 10. Et vous dites ça sans trop grimacer, sans avoir des traits trop tirés dans le visage. Moi, ma réaction, ça doit être 9 sur 10. On ne dit pas ça avec ce type d'expression-là. C'est extrêmement douloureux. Donc, on se met à questionner peut-être. Je suis pas certain qu'elle a vraiment mal à 9 sur 10, cette personne-là, parce que son comportement, ses expressions faciales ne collent pas avec ce qu'on pourrait imaginer, nous, comme étant un 9 sur 10. Mais donc voilà, c'est qu'à force de vivre avec cette douleur-là, heureusement, pourrait-on dire, on finit par s'habituer, on n'est pas toujours en train de grimacer et il y a une espèce de normalisation peut-être des comportements plutôt, mais l'échelle tient toujours. Si la personne nous dit j'ai mal à 9 sur 10, même si elle ne grimace pas, c'est un 9 sur 10. Très bien. Chez les patients un peu spécifiques qui ont des défauts de communication, ça peut être des patients qui sont dans le coma, par exemple, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas parler.
Ça peut être aussi des patients qui sont atteints de troubles neurocognitifs majeurs, qui ont de la difficulté à percevoir, à comprendre leur environnement. Comment est-ce qu'on est amené en tant que clinicien, puis là c'est autant le physiothérapeute que le médecin, que l'infirmière dans les soins, comment est-ce qu'on fait pour leur demander à combien vous avez mal? Est-ce que ce que je suis en train de vous faire vous fait mal? J'aime beaucoup, beaucoup ta question parce que c'est un problème réel présentement dans les milieux de soins. On peut penser, tu évoquais les troubles neurocognitifs. On imagine par exemple la maladie d'Alzheimer. Ces gens-là, des études ont montré que ces gens-là sont encore capables de ressentir la douleur. Et non seulement sont-ils encore capables de la ressentir, on a certains indices qui nous montrent qu'ils sont même davantage sensibles à la douleur que des personnes d'un âge équivalent qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, comme ces gens-là ne sont pas capables de communiquer verbalement, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à adresser, à mettre. On n'a pas tendance à mettre un plan de traitement de l'avant suffisamment rapidement parce que la personne ne se plaint pas de douleur. En revanche, ce qu'elle va avoir tendance à faire, sa façon de communiquer, de dire qu'elle a mal lorsqu'on vient la mobiliser, par exemple, lorsqu'on vient la chercher dans son lit pour qu'elle se lève, et imaginons qu'elle a mal à l'épaule et qu'on la prend par l'épaule, son réflexe va souvent être quoi? De nous pousser, d'être peut-être un peu agressive, en disant « ouch, ça fait mal ». Comme elle n'est pas capable de le dire verbalement, elle va avoir tendance à avoir des comportements agressifs. Ce qui, dans le langage, des professionnels soignants, est souvent appelé syndromes comportementaux liés à la démence, les SCPD. C'est un syndrome comportementaux et psychologiques, liés à la démence. Le grand drame chez ces gens-là, c'est qu'on ne dépiste pas la douleur. On dit, Monsieur Tremblay a été agressif ce matin, ça fait plusieurs fois qu'il frappe les gens autour de lui et tout. Et plutôt que de voir ça comme un signe de douleur, on voit ça comme un symptôme d'agressivité. Et là, ce qu'on va avoir tendance à utiliser, ce sont les contentions physiques, les contentions chimiques. Contentions chimiques, je pense à des sédatifs, donc des médicaments pour calmer le patient. Contention physique, heureusement, c'est de moins en moins utilisé aujourd'hui, mais on peut avoir tendance à attacher, par exemple, la personne sur son fauteuil pour éviter qu'elle ne se déplace et qu'elle soit agressive avec les personnes autour d'elle. Alors qu'à la base, c'est un problème de douleur qui n'a pas été dépisté. Donc, à partir de ça, il y a certains outils qui ont été développés pour nous permettre de documenter. On regarde, par exemple, est-ce que la personne fronce les sourcils lorsqu'on la mobilise? Est-ce qu'elle a tendance à frotter une certaine région de son corps, son épaule, par exemple, si c'est l'épaule qui est douloureuse? Et à force de colliger tous ces indices-là sur des outils comportementaux, on est capable, disons, d'estimer, de dire cette personne-là souffre probablement de douleur. Après, l'avantage avec ces outils-là, c'est qu'on peut colliger un score et imaginons qu'on donne de l'acétaminophène à cette personne-là et qu'on voit le score diminuer, on dit probablement qu'effectivement la personne ressentait de la douleur. Donc, pour répondre à ta question, Mathieu, ce n'est pas simple. C'est beaucoup plus facile de demander à la personne de nous dire est-ce qu'elle a mal, puis elle a mal à combien. On y revient, la douleur, c'est une perception, donc ça repose beaucoup sur l'appréciation de la personne. Mais dans les cas où on ne peut pas avoir cette mesure-là, c'est quand même possible d'aller documenter, d'aller dépister la douleur chez les patients à l'aide de ces outils-là. L'autre drame, je dirais, c'est que ces outils-là prennent un certain temps. On avait calculé dans une de nos études. C'est là où j'allais en venir, justement. Alors je te laisse aller. Non, mais vas-y, justement. Donc, avec une de ces études-là, on s'était amusé à calculer combien de temps ça prend pour passer ces outils-là d'évaluation de la douleur comportementaux. Et puis, on avait calculé en moyenne que ça prenait 90 secondes. Donc, c'est vraiment pas très long. En tout cas, moi, ça me semblait vraiment pas très long. Quand j'ai reçu les résultats dans mon bureau, j'étais assis confortablement avec mon café et puis je regardais les résultats et j'ai dit « Wow, 90 secondes, c'est vraiment, vraiment assez rapide comme mesure. » On va pouvoir convaincre les professionnels, les infirmiers, les infirmières, les préposés, tout le monde, en fait, d'utiliser ce genre d'outils-là. Et quand j'ai partagé ça avec une des infirmières qui est impliquée sur le projet, ou en fait, même, je devrais dire, c'était son initiative, ce projet-là, Monique Bourque, qu'elle s'appelait, elle me dit « Guillaume, pour toi, là, assis dans ton bureau, 90 secondes, ça te semble relativement court? Viens passer un peu de temps avec nous sur le plancher. Tu vas voir si on peut prendre 90 secondes comme ça avec tous les patients qui sont à notre charge. » Donc, l'autre drame, il est là. En fait, c'est que le personnel soignant est débordé. De prendre même 90 secondes avec les patients, c'est pas toujours possible, pas toujours faisable, c'est même rarement possible. Donc, il y a peut-être d'autres solutions, travailler des options avec la technologie, par exemple avec certaines montres, les montres intelligentes, où on pourrait venir documenter des changements de fréquence cardiaque qui pourraient nous indiquer que, peut-être que cette dame-là souffre de douleur lorsqu'on la mobilise.
Chez elle, on va passer l'outil d'évaluation comportementale plus spécifiquement, plutôt que de le passer chez tout le monde. On va faire une espèce de premier triage, si on veut. Donc, on pense que ces outils-là technologiques pourraient peut-être nous aider à cibler puis à dépister encore mieux la douleur chez les personnes aînées. Mais voilà, je pense que c'est pas encore acquis. Puis une belle façon, c'est d'avoir davantage de préposés, davantage d'infirmiers, d'infirmières, de professionnels de la santé qui sont là pour prendre soin de nos personnes aînées. Ce serait, dans le monde idéal, ce qu'il faudrait atteindre. Ce serait l'idéal, effectivement. On a vu comment évaluer la douleur, puis maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment la traiter. Il y a, dans ma tête, 2 options différentes. Une option plutôt pharmacologique qui, pendant longtemps, a été privilégiée, puis progressivement, j'ai l'impression qu'on change un petit peu. On essaye d'aller vers du non pharmacologique. En termes pharmacologiques, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 2-3 informations sur la façon dont on peut traiter les patients qui ont des douleurs chroniques et peut-être plus spécifiquement chez les sujets âgés? Oui, puis là-dessus, moi, je vous dirais, je suis physiothérapeute, donc je suis pas habilité nécessairement à donner des conseils précis sur la médication. Donc, premier conseil que je dirais, c'est parlez-en avec votre médecin, parlez-en avec votre pharmacien, qui est extrêmement bien outillé pour vous répondre. J'aurais le goût aussi, peut-être, dans le préambule de ta question, tu mettais de l'avant ces deux approches-là, médicamenteuses et non médicamenteuses. Et souvent, on a tendance à les opposer. C'est-à-dire, c'est ou bien un ou bien l'autre. Et moi-même, comme physiothérapeute, je reçois souvent des patients, des patientes qui me disent « moi, la médication, je veux rien savoir de tout ça et je veux vraiment y aller avec des approches non médicamenteuses. » Ce que les études montrent de façon assez convaincante, c'est que c'est en combinant tout ça. On va parler d'analgésie multimodale, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la combinaison de plusieurs modalités. Donc, à la fois des modalités médicamenteuses et à la fois des modalités non médicamenteuses. C'est lorsqu'on combine tout ça que la personne est davantage soulagée. Donc, ce n'est pas de mettre complètement de côté la médication, mais si j'ajoute à ça des approches non médicamenteuses, souvent ce qu'on voit dans les études, c'est que je vais réduire la quantité la dose de médication nécessaire pour avoir un bon soulagement. Ce faisant, je vais aussi très souvent réduire les effets indésirables qui sont associés. Voilà, faut pas dire c'est un ou c'est l'autre, c'est dans la complémentarité, dans la combinaison de tout ça qu'on a généralement les meilleurs résultats. L'autre chose peut-être que je pourrais dire, donc parlez-en avec votre médecin, pharmacien, c'est ce que je dis à mes patientes et à mes patients, mais c'est vous l'expert. Là, je parle aux patients qui souffrent de douleur, là, qui nous écoutent, aux personnes qui souffrent de douleur, qui nous écoutent. C'est vous l'expert, c'est vous l'experte de vos symptômes. Donc, dites-vous que ça vaut souvent la peine d'essayer. Donc, il faut avoir un consentement éclairé. Donc, si notre pharmacien, notre médecin nous propose la médication, je pense qu'il faut rester ouvert. On peut s'informer quels sont les effets bénéfiques, quels sont les effets indésirables. Et à partir de là, on l'essaie. Imaginons que ça fonctionne bien. C'est toujours une espèce d'équilibre. Quels sont les bienfaits? Quels sont les avantages que je retire de cette médication-là? Et quels sont les effets indésirables? S'il y a largement plus de bienfaits, d'effets, d'avantages, on y va, on va de l'avant. Si c'est l'inverse, s'il n'y a pas beaucoup d'avantages, voire pas du tout, puis qu'on a surtout des effets indésirables, c'est nous l'expert. C'est nous qui avons le choix et on peut dire à notre médecin, à notre pharmacien, oui, cette médication-là ne me convient pas. Avez-vous quelque chose d'autre à me proposer? Donc, il faut, je pense, partir avec cet esprit d'ouverture, essayer, mais quand ça ne convient pas, il ne faut pas hésiter à revenir auprès de notre professionnel pour adapter, changer la médication. On va revenir un petit peu sur la multimodalité, puis ça, j'imagine qu'on peut directement le mettre en lien avec les multiples composantes de la douleur. Et puis, on l'a vu lors du dernier épisode avec professeur Marchand, la douleur chronique est inscrite dans un modèle circulaire avec à la fois des impacts physiologiques, psychologiques, sociétaux. Fait que ça fait beaucoup de sens avec ce que tu nous racontes. Ton labo, il est spécialisé, entre autres, dans la neurostimulation. C'est quoi l'impact de la neurostimulation sur les douleurs? C'est une vieille modalité, en fait, qui est utilisée depuis de nombreuses années. En fait, même avant l'Antiquité, déjà, on utilisait des poissons électriques et ce type des anguilles pour venir créer certaines décharges et soulager des douleurs arthritiques ou des migraines et tout ça. Heureusement, les choses ont changé depuis. Ce serait pas simple d'avoir notre poisson électrique chez soi pour se soulager. Donc, il y a la technologie avancée. On a maintenant des piles. On peut avoir des appareils portatifs où on peut se déplacer. Et j'ai en tête ici un appareil comme le TENS, la neurostimulation périphérique. Et ça, la façon que ça fonctionne,
C'est un peu comme, j'aime dire à mes patientes, à mes patients, c'est un peu comme avoir son massothérapeute personnel accroché qui est toujours en train de faire un petit massage pour soulager les douleurs. D'ailleurs, le TENS, la neurostimulation périphérique, a vu le jour quelques années après la publication de la fameuse théorie du portillon. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec le professeur Marchand. On a évoqué, Vous l'avez évoqué. Mais si tu peux l'expliquer en quelques mots. En quelques mots. Donc voilà, donc ça a été cette théorie-là mise au point dans les années 1960 à Montréal. Donc on a vraiment ici au Québec, au Canada, amené la science à faire un bond de géant dans notre compréhension de la douleur. On est un peu chauvin quand même, hein? Parce que jusque-là, on avait cette vision-là plutôt linéaire de la douleur. Hein? On se fait mal, on active les nocicepteurs et puis le message va voyager jusqu'au cerveau. Vous en avez probablement parlé. On réalise aujourd'hui qu'on a des systèmes de modulation, un peu comme un gradateur rotatif, un bon dimmer, qu'on dit en québécois, des mécanismes qui peuvent augmenter ou diminuer la perception de douleur. Et pour revenir au portillon, l'idée, c'est que lorsqu'on se fait mal, puis les gens qui nous écoutent ont probablement déjà utilisé les principes de la théorie du portillon sans même s'en rendre compte. Lorsqu'on se cogne le petit orteil contre un meuble, notre premier réflexe, souvent, c'est quoi? À part dire quelques gros mots, c'est de prendre notre orteil et de frotter. Pourquoi? Parce qu'en venant frotter, on vient stimuler certaines fibres qui vont apporter de l'information, venir bloquer, fermer le portillon au niveau de la moelle épinière. Donc, le TENS, pour y revenir, permet de venir stimuler ces fibres-là directement pour venir fermer le portillon au niveau de la moelle épinière et empêcher le message de douleur de monter jusqu'au niveau du cerveau, un peu comme un massothérapeute le fait lorsqu'il vous fait un bon massage qui vous soulage. D'où l'exemple de ce massothérapeute accroché après vous qui est en train de vous masser. L'avantage du TENS, c'est que c'est portatif. On peut mettre les électrodes sur la région douloureuse, sur notre peau, vaquer à nos occupations, marcher, aller faire l'épicerie, aller jardiner, faire la vaisselle. Tout ça est possible avec notre appareil qui est en fonction, qui nous soulage, qui ferme le portillon, qui empêche le message de douleur de monter jusqu'au niveau du cerveau. Donc ça, c'est une approche, mais il y en a plein d'autres. On peut venir stimuler, mettre des électrodes directement au niveau de la moelle épinière. On peut en mettre d'autres au centre du cerveau. Ça, c'est également possible. Et il y a d'autres approches où on va venir mettre les électrodes sur le cerveau même, dans certaines régions. Et nous, on va utiliser un peu ce genre de logique ou de phénomène ou de mécanisme où on ne viendra pas mettre les électrodes au niveau du cerveau directement. On n'ouvrira pas la boîte crânienne, mais on va utiliser des électrodes ou d'autres approches pour venir stimuler des régions du cerveau de façon transcrânienne, non invasive, si on veut, donc sans ouvrir la boîte crânienne, on va venir activer certaines régions du cerveau. Donc ça aussi, c'est possible. C'est quelque chose qui est étudié, en recherche depuis une bonne vingtaine d'années et on commence à voir certaines cliniques utiliser ces approches-là aujourd'hui. Un autre point qui serait intéressant qu'on aborde, puis je pense que ça fait pas mal écho aussi à ta profession de physiothérapie. En France, on parle de kinésithérapie. Ça vient donc du terme kiné, donc le mouvement, la thérapie par le mouvement. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont des douleurs ont peur du mouvement. Ils ont cette fameuse kinésiophobie, la peur de bouger. Pour autant, il y a des études qui montrent que le mouvement, l'activité physique a des bienfaits sur les douleurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? En fait, non seulement j'irai, et je vais être encore un peu chauvin, je vais parler pour prêcher pour ma paroisse, là, mais de façon assez objective, lorsqu'on regarde les études, parmi les approches qui ont été montrées les plus efficaces pour les personnes en douleur chronique, ce sont les exercices. Bouger, l'activité physique est extrêmement efficace, permet de réduire la douleur, d'augmenter la force, la fonction physique, d'avoir même un impact bénéfique au niveau de l'humeur. Donc, c'est extrêmement efficace comme approche. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement en réadaptation. Je dirais là-dessus, tu as raison, tu mentionnais, Mathieu, que c'est quand même pas simple. J'ai mal, j'ai peur que si je bouge, ma douleur va augmenter. Donc, on a un rôle important à jouer comme professionnel de la santé, mais comme chercheur, comme personne du domaine, pour rassurer les gens. De dire en fait que le fait de bouger, de recommencer à bouger va être bénéfique, va réduire la douleur. Mais il faut les aider peut-être à commencer à bouger. Le TENS, on le disait tout à l'heure, peut être un exemple. Donc, faire un programme d'exercice avec une neurostimulation périphérique qui fonctionne, qui vient soulager les douleurs pendant nos exercices et après. D'ailleurs, on a fait un projet de recherche avec des étudiantes au laboratoire. J'ai en tête notamment Simon Vaillancourt, Alexia Coulombe-Lévesque, Alexia qui est dans le laboratoire. Et on avait montré dans ce projet-là qu'on réussissait à réduire les douleurs de façon importante pendant les exercices. Et ce faisant, on est en train d'essayer de pousser cette idée-là plus loin. On pense qu'en ayant moins mal
pendant le programme d'exercice, mais les gens vont peut-être avoir tendance à faire leurs exercices plus souvent, plus facilement. Et ça, sur le long terme, ça peut être extrêmement bénéfique. Je me permettrais peut-être de dire également que c'est important de rappeler aux patients 2 choses. Dans un premier temps, ces effets-là des exercices, je le disais, j'essaie d'être très convaincant, là, mais c'est important, c'est majeur comme impact. La contrepartie, c'est que ça prend un certain temps avant de s'installer. Donc, on parle de semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, des fois même avant de commencer à avoir des effets. Il faut informer la personne, notre patient de ce phénomène-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire les exercices pendant quelques jours, 1 semaine, 2 peut-être si on est chanceux. Il va dire « ça marche pas, les exercices à Guillaume, c'est du grand n'importe quoi, j'ai encore aussi mal ». Et là, le patient va se décourager et arrêter de bouger. Donc, il faut rassurer le patient, lui dire d'être patient, de persister, et ce faisant, il devrait avoir des bienfaits éventuellement, à force d'être patient comme ça. L'autre chose, c'est de rappeler aux patients de vraiment y aller de façon graduelle. Donc, imaginons, on a les 2 types de patients, des fois ceux qui ont peur de bouger, tu le mentionnais. Des fois, on a les autres, ceux qui disent « écoute, oui, je suis allé voir Guillaume, puis là, il m'a dit que c'était important de bouger, donc je repars, puis là, ça fait 10 ans que je suis en douleur, que j'ai pas marché plus que 10 mètres. » Puis là, je suis allé voir Guillaume. Guillaume m'a dit qu'il était convaincant, là. Donc, il m'a dit que c'était important de bouger. Et là, donc, je pars et je fais un jogging de 45 minutes. Et je vais revenir à la maison, je vais être en douleur pendant le reste de la journée, le lendemain et tout. Puis après, quelques fois, je vais arrêter. Je veux dire, encore une fois, c'est pas pour moi, ces exercices-là. Peut-être pour d'autres, ça fonctionne, mais moi, ça augmente à l'inverse mes douleurs. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est d'y aller graduellement. J'aime dire aux personnes qui me consultent, allez-y. Au début, 2 minutes. Les gens me disent « Guillaume, c'est sérieux, 2 minutes? » Oui, pas plus que 2 minutes. Allez prendre une marche de 2 minutes. Vous y allez quelques fois. Ça va toujours bien? Parfait. Vous augmentez à 3 minutes. Ça va encore? On augmente à 4, à 5, à 6, à 10. Et de cette façon-là, on bâtit sur des succès. On s'encourage des avancées qu'on fait beaucoup plus que si on part trop vite et où là, on se décourage, où on augmente nos symptômes et puis là, on ne veut plus bouger. Et donc, j'aime dire à ces personnes-là, rappelez-vous, entre le lièvre et la tortue, dans la fable de La Fontaine, c'est la tortue qui a fini par gagner. C'est ça. Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir partagé ce moment-là avec nous. C'était vraiment intéressant. Peut-être un petit point de conclusion, j'ai l'impression, puis c'est ce qui ressort un petit peu de tes derniers propos, c'est la douleur est une perception différente entre toutes les personnes. Donc, le traitement, il est différent entre toutes les personnes, puis chacun y va à son rythme, chacun y va avec sa préférence. C'est probablement l'une des meilleures avenues pour mieux prendre en charge cette douleur. Tout à fait. Puis là, je me permets de faire un clin d'œil aux études que tu fais, Mathieu. Mais avec Mathieu, on est en train d'essayer de trouver des façons de personnaliser les soins, de trouver les meilleures approches qu'on peut proposer aux patients, parce que ça peut être intéressant, mais lorsqu'on essaie une approche, ça fonctionne pas, on en essaie une autre, ça fonctionne pas, on finit par se décourager. Donc, un des saints Graal présentement en douleur, c'est de dire est-ce qu'on réussirait assez rapidement à dire voici le bon traitement pour la bonne personne qui va, comme tu le dis, être différente d'une personne à l'autre. Donc, des travaux comme les travaux que tu mènes nous aident peut-être à aller dans cette direction-là pour identifier le bon traitement pour la bonne personne. C'est ça. On se donnera rendez-vous dans quelques mois, une fois que j'aurai déposé ma thèse et on aura probablement une partie de la réponse à cette question. Absolument. Merci, Mathieu. Merci à toi, Guillaume. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!